Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce quatrième petit-déj des activateurs. Merci beaucoup à Marie-Noël et à Thalès de nous accueillir ce matin. J'espère que vous allez bien. On a mis une petite musique pour vous réveiller un petit peu, pour mettre un peu dans l'ambiance activateur, on va dire. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, comme vous le savez, vous le savez probablement, chaque présentation est unique, chaque moment est unique. Donc je vais vous demander, pour ne pas perdre une seule miette de tout ce qu'on va vous dire, de bien vouloir éteindre vos téléphones portables et les mettre en veilleuse. Voilà. Vous avez Thomas qui est activateur, plusieurs activateurs dans la salle, et Thomas va capter ce qu'on va faire ce matin, parce qu'après on va le mettre en ligne sur YouTube. C'est une grande première pour nous. Et si jamais vous ne voulez pas être visible sur la vidéo, dites-le, parce qu'il y a des activateurs qui s'ignorent, il y en a qui se cherchent, il y en a qui se cachent. C'est important de le savoir. Donc pour ce matin, le programme, c'est le suivant. Je vais vous présenter donc les activateurs rapidement, vous expliquer un petit peu ce qu'on fait, qui on est. Et ensuite, on aura donc trois interventions. L'intervention de Marie-Noël, qui va nous parler des espaces de travail collaboratifs. Ensuite, Fabrice Amalric qui va nous parler des espaces de travail, mais plutôt d'apprentissage. Et Marc Bagur qui va nous parler des espaces de travail, mais plutôt sous l'angle industriel. Alors, donc, concernant rapidement les activateurs. Alors, pourquoi les activateurs? En fait, les activateurs, c'est né d'une rencontre entre responsables, directeurs innovation et créativité de grands groupes qui se sont aperçus qu'ils n'arrivaient pas à faire leur rôle. Voilà, très clair. Ils n'arrivaient pas à innover dans leurs entreprises, du fait de la taille de leur entreprise, du fait des strates hiérarchiques présentes dans les entreprises et du silotage en fait des différents services entre eux. Donc ils ont décidé de se réunir pour essayer de mettre en lien leurs énergies, leurs envies, leurs idées, pour pouvoir dépasser ça ensemble et échanger les bonnes pratiques. C'est parti en fait aussi du fait qu'il y avait donc une forme de schizophrénie dans les entreprises, c'est-à-dire une intention d'innover et puis finalement un empêchement aussi en même temps, c'est-à-dire un manque d'alignement entre ce que j'ai envie de faire et ce que je peux mettre en place. Il y a aussi le fait qu'on est quand même dans une transition qui fait que les entreprises, de fait, continuent d'entretenir le modèle qui les nourrit, et en même temps rêve d'un autre modèle qui va les remplacer, mais on est quand même entre deux. Donc forcément, en étant entre deux, il y a une phase de transition qui n'est pas encore aboutie. Et ça génère justement beaucoup de mal-être dans les entreprises, puisque aujourd'hui, le modèle qui nous nourrit est quand même encore plus fort que le modèle qui va le remplacer. Et évidemment, on a pourtant un discours ambiant qui va parler de leadership, d'autonomie, de singularité, du fait qu'on a droit d'être différent, qu'il y a des différentes intelligences aussi, la neurodiversité, et que la qualité de vie au travail, c'est important aussi pour pouvoir avancer et évoluer dans le contexte actuel. Donc cette injonction à innover, c'est souvent dû à une méconnaissance par rapport au contexte organisationnel, managérial et individuel qui est nécessaire aux adaptations. C'est aussi une difficulté à positionner l'innovation dans la structure organisationnelle. Ce sont des injonctions paradoxales qui rendent fou et qui dérangent. Par exemple, justement, si je donne un exemple sur l'espace, le fait de demander aux personnes qui travaillent dans les open space de communiquer plus et de collaborer plus, alors que très souvent on s'aperçoit que c'est justement le contraire qui se passe. Voilà, très concrètement. Donc il y a des études qui parlent de ça et on verra justement ce que nous dit Marie-Noël et ce que nous disent Marc et Fabrice à ce sujet.
Il y a souvent aussi dans l'injonction à innover une confusion entre le processus et la posture, c'est-à-dire on ne relie pas le fait que le processus d'innovation, il n'est pas tout seul, en fait il est relié aux individus, et que les individus, si on ne leur permet pas de développer ou d'exprimer leur créativité individuelle ou de la nourrir, ça ne marche pas. Alors c'est pas déconnecté du tout, c'est pas comme un process logistique de production, où là, qui est de l'humain, enfin, on va dire qui est la créativité individuelle ou des notions très identitaires, ça ne change rien au processus. Alors que dans le processus d'innovation, c'est très fort. On ne peut pas faire l'impasse. Il y a aussi le fait que souvent, il y a une mise à l'écart des personnes qui font l'innovation dans les entreprises parce qu'elles dérangent, parce qu'elles n'ont pas la même forme de pensée, parce qu'elles ne fonctionnent pas de la même manière. Et souvent, on les isole au lieu de déployer en fait ce type de profil. On a du mal à les inclure en tout cas. Donc il y a souvent des résultats qui sont décevants, il y a des processus de bouquémissérisation, c'est le cas. Des burn-out aussi, donc des gens qui... il y en a énormément dans ces fonctions-là. Voilà, parce que c'est des gens qui sont passionnés, qui adorent leur boulot et qui s'épuisent. Exactement. Qui s'épuisent littéralement, et d'ailleurs dans les activateurs, il y a énormément de gens qui sont en interne au départ. Dans tous ceux qui ont cofondé en fait les activateurs, il y en a plein qui aujourd'hui sont plus dans les grandes entreprises. Donc il y a une vraie fuite en fait de ces gens-là qui essayent. Alors les activateurs c'est juste une asso, c'est pas autre chose. Donc on ne peut pas non plus remplacer et résoudre les problèmes en tant qu'asso, c'est pas possible. Donc ils essayent un temps et puis à un moment donné, comme ils s'épuisent, ils s'en vont. Voilà. Ils s'en vont. Alors soit ils deviennent indépendants, il y en a beaucoup qui deviennent indépendants. Ou alors ils vont dans des petites structures, dans des startups pour justement essayer de réaliser ce qu'ils ont envie de faire, mais ailleurs, dans d'autres structures. Voilà. Alors, du coup, les activateurs. Ah, les activateurs, alors c'est pas ni un nouveau jeu, ni un nouveau parti politique, ni en fait une espèce en voie d'apparition. C'est une asso, donc. C'est une asso auquel on adhère à titre individuel. Vous avez à peu près 180 adhérents, à peu près moitié hommes, moitié femmes, pour donner un petit peu d'informations là-dessus. Il y a un petit peu plus il y a plus de salariés et de consultants, c'est quand même un mix entre les deux. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Venez vous installer, il y a de la place encore devant, parce que je pense que derrière tout est pris. On fait des interventions régulièrement en conférence dans les entreprises qui nous le demandent. Il y a des propositions de services qui sont faites, mais tout ça c'est au nom de l'association. On demande même une contribution aux entreprises, mais c'est au nom de l'association. On n'est pas du tout nous rémunérés pour ça. Ensuite, vous avez des collectifs qui existent. Alors évidemment, le premier est à Paris. Les autres sont en Bretagne. Vous en avez un à Lyon. Vous en avez un donc dans le sud-ouest depuis 2016, à Bordeaux. Vous avez Saclay qui est assez récent, Marseille aussi. Voilà, donc ça se développe un petit peu partout en France parce qu'il y a vraiment une nécessité d'avancer. Alors pour vous donner une fiche d'identité plus concrète en fait, ça va, je vais très vite, donc si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous étonnent, n'hésitez pas. Je me dépêche pour laisser la place après aux intervenants. Donc fiche d'identité, donc la vocation, pour être très clair, c'est œuvrer collectivement pour un monde qui libère le potentiel humain. C'est vraiment axé sur l'humain, les activateurs. Donc les valeurs, c'est curiosité, courage, intégrité, esprit critique et générosité. Les missions, c'est influencer, si on y arrive, parce que c'est quand même une grosse ambition. Influencer le futur des organisations en incarnant et en promouvant l'intelligence collective et l'intrapreneurial corporate hacking, c'est les trois grands piliers de l'association. En encourageant et valorisant la diversité et l'entièreté de nos talents pour transformer et pour innover. C'est disposer d'un espace pour se ressourcer. Alors l'espace, on n'a pas d'espace justement au sens propre, puisqu'on est souvent accueillis par des structures pour faire nos after-work et pour se rencontrer. Mais c'est un espace quand même au moins collaboratif, et puis on a un espace aussi numérique pour pouvoir échanger, s'entraider, se mettre en réseau, partager, expérimenter et s'aimer les bonnes pratiques. Et les principes de fonctionnement collectif, c'est la bienveillance,
c'est l'entraide, la coopération. La réciprocité, c'est, voilà, je viens pas seulement pour prendre, pour donner, voilà, c'est un échange. À un moment donné, je vais avoir besoin d'aide, je vais en demander, à d'autres moments, je vais justement demander de l'aide. C'est aussi du lead by action et l'esprit plutôt maker. Voilà. Donc ces 3 piliers, en fait, je vous en parlerai, mais c'est plus tard, si vous avez besoin de plus d'informations, mais c'est vraiment lié à l'expérimentation en fait de ces différentes personnes qui sont réunies et qui, c'est pas un dogme, c'est juste des pratiques qui sont partagées parce qu'elles sont envisagées comme étant aidantes pour aller dans cette direction-là. Voilà, donc je vais aller vite, mais Collectif Aquitaine Flamme, c'est une quinzaine de personnes en fait, voilà, de plein de secteurs d'activité et d'entreprises différentes. Et les actions, c'est des rencontres mensuelles entre adhérents, on se voit tous les mois, pendant 2-3 heures. On fait des petits déj ouverts aux non-adhérents 3 à 4 fois par an. Et on fait aussi des conférences. Donc on va démarrer par Marie-Noël. Donc on a Marie-Noël qui va nous faire un retour d'expérience, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur l'espace histoire. Et puis après, on aura Fabrice Marie et Marc Le Baguet. Voilà. Je vais me présenter rapidement. Donc, je suis ravie de vous accueillir ici, donc à Thales. Moi, je suis salariée Thales depuis plusieurs dizaines d'années, on va dire. Actuellement, mon poste est responsable de la transformation de la BNFLX. Alors, juste pour expliquer ce que c'est une unité qui va délivrer aux différents avionneurs civils ou militaires, ainsi qu'aux hélicoptères, des systèmes de visualisation qui vont amener des aides aux pilotes, en fait, qui vont leur donner les informations de pilotage et de navigation. Donc voilà, donc moi, je suis dans cette unité-là. Je suis accompagnée de ma très chère collègue Jocelyne qui est ici, qui est responsable immobilier de l'ensemble des sites qui gèrent l'avionique. Donc elle sera là et elle sera là aussi peut-être pour répondre aux questions. On verra peut-être à toutes les deux, on répondra à ces questions. Donc moi je vais vous parler d'une expérimentation. J'ai eu la chance d'être pilote de ce projet-là, plutôt responsable du projet, qui s'appelait iSwarm à l'époque. C'est un projet qui a duré 2 ans. Qui était sur le site anciennement Buaillan, et c'est un projet qui a vraiment servi de pilote pour le campus, pour le nouveau campus en fait. Grâce à cette expérimentation qui a été menée pendant 2 ans, on a pu tirer des enseignements et ça a pu influencer nos espaces qui sont ici. Donc je vais essayer de suivre ce que j'ai dit dans le temps qui est imparti pour que tout le monde puisse participer. Je vais être là, voilà. Donc du coup je vais vous présenter très rapidement le campus. Je vais vous parler de ce pilote iSwarm. Quels étaient les concepts qu'on voulait tester, les constats, quelques constats, sachant que je pourrais en parler pendant 15 heures, 20 heures, 30 heures, puisque j'ai un retour d'expérience sur 2 ans, j'ai eu de quoi observer et enregistrer, donc je vais vous en faire quelques-uns. Et puis la suite aussi, qu'est-ce que ça a donné par la suite ce pilote-là. Alors le campus, donc ça fait 2 ans qu'on est implanté ici, donc sur cet espace-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a regroupé les activités et les équipes qui étaient sur le Hayan, à peu près 1000 personnes, et les équipes qui étaient sur Pessac qui représentaient à peu près 1000 personnes, et on a fait descendre quelques Parisiens. Donc actuellement, on est 2500 personnes sur ce site ici, ce qui fait des problèmes de trafic pour arriver. Au niveau de la superficie, donc c'est quand même assez conséquent, on a 16 hectares, on a 60 m² bâtis, on a 1500 m² dédiés à l'innovation. Et c'est 2600 collaborateurs qui sont d'entités différentes. Et l'enjeu, c'était aussi de créer des synergies justement entre ces 2 entités différentes, une plutôt radar défense et une plutôt avionique, celle dont je vous ai parlé au début. Ça, c'était vraiment l'enjeu. Bon, après, il y a tout un tas de choses en termes de sites labellisés. Voilà. Donc, par contre, ce qui est important de retenir, c'est que Thales a vraiment investi ici, puisque là on était locataire ou propriétaire de Pessac, mais là ça a été investi par Thales, donc ça appartient à Thales, que ce soit le bâtiment et que le terrain. Comment est organisé le campus? Donc nous ici on est dans le petit bâtiment, la petite partie qui est ici, on est ici là, ce qu'on appelle l'Ovalie. C'est un espace en fait qui est hors de la zone sécurisée, donc vous avez quand même des badges, mais vous n'êtes pas autorisé à rentrer dans les espaces de travail. Donc c'est ici qu'on va recevoir nos clients, nos fournisseurs. Donc pour nous c'est beaucoup plus flexible
parce que ça nous facilite aussi l'accès de nos invités. On va retrouver aussi ici toute la partie qui est cafétéria et puis CE, ça veut dire que les familles peuvent accéder de la même manière aux activités qui sont menées par le CE. C'est ici. Et ensuite, donc on va retrouver le bâtiment. Donc on a, alors nous on appelait ça des ailes. Alors on aurait préféré appeler ça, je ne sais pas autrement. Dans des dents, pardon. Des dents. Dans mon rêve, on les a appelés des ailes d'avion, mais non, c'est des dents. Donc on est organisé en différentes dents. Donc ça va de U0 à U6, avec des grandes dents et des petites dents. On a un rez-de-chaussée qui est consacré plutôt à l'activité industrielle, qui va regrouper les activités industrielles des deux entités. Et puis le R+1 et R+2, c'est des activités de R&D. Et la particularité, c'est que tous les espaces sont aménagés quasiment, on va dire, à 80% de la même manière, en termes d'organisation, d'open space, d'espace de collaboration. Et ce qui est important, et quelque chose qui est à noter, c'est qu'il y a ici un campus café qui est assez conséquent et qui permet justement, c'est un des points positifs du site, qui permet de rassembler les équipes et de favoriser l'échange. Donc voilà un petit peu dans la physionomie. Alors la petite particularité, c'est que tous les sites sont reliés par tous les dents sont reliés par une passerelle, sauf le U0 qui est tout seul. Alors ce qui est un peu bête, c'est qu'il y a la DG qui est là. Donc c'était un peu la tour d'ivoire, mais c'est la vie. Il a été construit après en fait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas relié. Puis il y a un problème aussi de hauteur de plafond. Bon, ce qui fait que cet espace est à côté. Alors je ne sais pas si j'ai bien expliqué, mais les grandes dents font à peu près 90 personnes. Et les petites dents, on va avoir, ça dépend en fait des dents, on va avoir des 60-70 personnes, on peut avoir aussi des bords de test aussi. Voilà. Donc ça c'est l'idée du campus. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que toute la zone ici est sécurisée. Il y a un accès badgé à l'entrée de chacune des dents pour pouvoir gérer l'accès en fonction de qui vient pas, etc. Donc là ce que je voulais vous montrer, c'était comment est organisée une grande dent. Sur le campus. Donc c'est une disposition qui est générique, on va la retrouver sur 2 tiers des dents. Donc il y a à peu près 90 personnes. Donc l'espace est organisé de la façon suivante. Donc c'est un grand open space avec une séparation au milieu d'un espace collaboratif. Alors je ne sais plus les dimensions, d'à peu près 200 mètres carrés il me semble. C'est un espace qui est libre de toute réservation. On va retrouver différents types de mobilier qui vont permettre aux équipes différentes postures, soit du brainstorming, soit une réunion courte, soit un échange à deux. Et ce qu'on va retrouver aussi dans cet espace-là, c'est des box ici, des petits box et quelques petites salles de réunion. Voilà. Alors ce qui est important à noter, ça a été le grand changement, c'est que tout le monde est passé en open space, donc plus de bureaux, donc que ce soit jusqu'au directeur, jusqu'au DG aussi en open space. Donc ça, c'était quand même un marqueur assez important, donc tout le monde est en open space. Donc il y a eu l'accompagnement au changement qui a été mené, il y a un travail qui a été fait, un grand travail qui a été fait avec les managers, auprès d'eux, c'est parce que c'était eux qui perdaient le plus de choses dans l'histoire, parce qu'ils étaient historiquement tous en bureau individuel, et il y avait un marqueur associé au fait qu'il y a ce bureau individuel, donc il y avait un travail mené auprès d'eux, et puis également auprès des assistantes, parce que les assistantes, se retrouvant dans l'open space, au milieu de tout le monde, elles ont, du fait de leur activité, ça peut entraîner pas mal de nuisances ou de gênes de part et d'autre entre les salariés et elles, donc il y a un travail d'accompagnement qui a été mené auprès de ces deux populations. Donc là, juste rapidement pour parler du multi-space, ce qui est important de retenir sur ce campus, c'est qu'on a une diversité des espaces qui est associée finalement à l'activité qu'on va y mener. Avant, on avait un bureau individuel et des salles de réunion, et dans le bureau individuel, on allait mener toutes les activités, on va dire, de réunion, un brainstorming, un échange à deux, un moment convivial, un moment, voilà. Et l'idée finalement, c'est de, comme on n'a plus de bureau, c'est de tous ces besoins, on va dire, sont finalement répartis sur d'autres espaces. On va retrouver du coup beaucoup de world café, on va retrouver, je vais faire un peu de pub pour Fabrice, des amphithéâtres qui sont ici, là, qui vont permettre de faire plutôt du brainstorming. On va retrouver des espaces comme ça pour s'isoler, les phonebox, voilà, on va trouver différents types d'espaces qui vont répondre à différents usages en fait. Alors il y a des choses qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qu'on a enlevées. La plus grande difficulté qu'on a aujourd'hui nous, c'est plutôt vis-à-vis de tout ce qui est audio. Vraiment ce qui fonctionne le mieux malgré tout, c'est le mieux pour s'isoler, pour l'instant c'est le top, on n'a pas trouvé encore l'alternative. Voilà, bon, c'est juste
Et pour ne pas passer trop de temps, donc, et voilà, si on fait un zoom sur un espace collaboratif, on va trouver, donc, tous sont tous équipés de la même manière, avec un amphithéâtre, qui est en haut à droite, qui va permettre du brainstorming, des réunions d'équipe. On va trouver ce qu'on appelle un petit pentagone qui permet de faire de travailler à 2-4 personnes. On va retrouver cette Medscape qui va permettre avec un écran d'avoir une réunion, de pouvoir afficher de support. Et puis des tables projets, tables hautes en fait, qui vont permettre hauteur variable, qui vont permettre de se réunir. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est libre de toute réservation. Donc les gens viennent, si c'est libre, ils s'installent, si c'est pas libre, ils vont ailleurs. Donc c'est ça qui est intéressant, on n'a pas, ça ajoute du confort malgré tout. Et ce qui est important après, c'est qu'on a, tous les murs sont murs réflectoires. Donc pour pouvoir faire du management visuel et puis pouvoir déployer des méthodes comme l'agilité ou le lean aussi, avec pas mal d'affichage. Voilà, et puis pour finir, on a des box. Donc bon, je vais quand même passer au sujet du pilote. Donc le pilote Eastworm, donc les planches elles sont un peu pourries parce qu'elles datent de 3 ans, 4 ans, mais l'idée, donc Eastworm en fait est venu de l'initiative d'un chef de département logiciel, donc il y avait dans son équipe à peu près 80 ingénieurs logiciels, et qui étaient dans des espaces, des bureaux en fait, et qui voulait vraiment développer déjà. Il avait développé plus de compétitivité, mais il voulait aussi travailler en même temps sur le bien-être au travail. Donc il voulait travailler sur les deux plans, on va dire. Et la difficulté qu'il avait à ce moment-là, c'est qu'il était en train de déployer des méthodes agiles au niveau du développement logiciel, et évidemment, comme c'était une nouvelle chose à apprendre, une nouvelle méthode, etc., il se heurtait à la résistance des équipes. Et puis très peu de communication entre les équipes très silotées, très peu d'échanges de bonnes pratiques. Donc il y avait quand même pas mal de choses à faire évoluer. Le métier n'était pas mis en valeur. Donc on a travaillé dans un premier temps avec lui avant de dire qu'on voulait modifier l'espace. C'était pourquoi faire quoi. C'est un peu le why de Brigitte tout à l'heure. C'est quoi les drivers? Qu'est-ce que vous voulez changer? Vers quoi vous voulez aller? Donc il y a tout un travail qui a été mené en amont, brainstorming avec ce manager et puis quelques personnes qui avaient été identifiées pour travailler sur ce sujet, sur les concepts, ce qu'on voulait gagner en fait. Donc déployer une nouvelle méthode de travail, trouver des nouveaux axes de compétitivité, travailler ensemble, capitaliser, partager les bonnes pratiques et s'organiser dans l'axe produit et pour finir, développer nos expertises et créer la polyvalence. Donc tous ces concepts-là ont été vus dans l'équipe. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup le projet a été découpé en 3 parties. Une partie qui était pour répondre à ces problématiques-là, on répond en aménageant l'espace, mais pas que. Il fallait aussi travailler sur l'application de tous. Et puis également, regarder aussi l'aspect communication. Comment on communique mieux, quels sont les outils qu'on pouvait mettre à disposition. Donc finalement, 3 découpages, donc l'aménagement, l'application et puis l'échange interactif. Alors je vais regarder parce que j'ai quand même pris des notes de choses que je devais vous dire pour que je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose. Non, pas encore. C'est bon, je continue. Alors, avant de parler de ça, je vais juste vous montrer comment, quelques photos de l'espace. Donc là, en fait, je vais revenir ici et après, je reviendrai sur les photos. Donc, ce qu'on va voir, c'est qu'on avait organisé de la même manière que le campus maintenant. Donc, on a un espace de collaboration qui est ici. Et des open space ici, hop, là et là. Il y en avait un 3e ici, et un 4e ici, qui faisait à peu près une 20aine de personnes. Donc on avait testé différentes configurations d'open space, de desk, de bureau. Donc là en étoile, et là, alors, les équipes ont énormément publicité ce type de bureau-là, qui n'a pas été retenu par le projet Thales Bordeaux, parce que l'empiètement au sol était trop conséquent, et en termes de reconfiguration, si on doit reconfigurer l'équipe, c'est pas très souple. Mais les équipes adoraient travailler dans ce mode-là, en fait. Dans ce type de poste-là. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une paroi vitrée et derrière, tous les managers étaient là. Donc ça crée... Je pourrais faire toute une histoire sur ce sujet-là, parce que les managers étant ici, plus personne ne venait les voir, parce que 10 managers ici avec le chef de département, c'était compliqué de venir... déjà déranger un manager, oui, mais 10, ça posait problème. Donc voilà, il y a eu aussi tout un travail mené sur ça. Voilà, donc... et l'assistante était aussi ici. Donc là, ça fait partie aussi des bugs, parce que tout le monde pensait que c'était le comptoir d'accueil. Et donc tout le monde a dérangé en permanence pour venir. Donc là, pareil, l'assistante a été réintégrée dans les équipes. Bon, j'en ai plein d'anecdotes comme ça, mais
Voilà, donc cet espace-là. Alors, ce qui est important, et c'est là que je prends mes notes, un petit peu dans les trucs à retenir, c'est que la première chose, c'est que l'espace, il a été construit par l'équipe et pour l'équipe. Donc ça, c'est très important. C'est-à-dire à partir du moment où les concepts avaient été travaillés avec ce petit projet pilote, avec cette petite équipe pilote, pardon, les membres de l'équipe pilote étaient des relais aussi. Donc ils avaient un rôle aussi de prendre la température, de tester les concepts avec les équipes. On avait 80 personnes, on avait à peu près 4-5 personnes qui étaient en charge de faire ça, ils étaient volontaires. Donc leur job finalement c'était de tester, d'éprouver les concepts et de donner de l'information. Donc ça c'est le premier point important. Donc vraiment l'implication des équipes. Les équipes pouvaient réagir aussi, les plans étaient mis sur notre réseau intranet, elles pouvaient réagir en direct. Et donc ça c'était vraiment le point important. Le deuxième point, c'est qu'on s'est fait aider d'un cabinet de design. Donc, qui nous a aidé en fait à traduire vraiment chaque concept en un espace. Exemple, on voulait pouvoir déployer les méthodes agiles. Ça a été traduit en, eh bien, on va déployer, donc, tout ce qu'on voit les zones bleues, là finalement, on a mis en place un management visuel, on a mis en place des murs en fait qui ont permis aux équipes de pouvoir faire leur rituel agile, parce que des scrums. Et le fait de faire ça, la première équipe qui a fait ça, les autres équipes se sont intéressées et je peux vous dire qu'à la fin, tous les murs étaient remplis. Il y a vraiment eu un effet d'émulation en fait. Un autre exemple, c'était de créer la mise en place, de montrer la politique produit, la mise en place de politique produit. Donc là, ça a été fait parce qu'on a regroupé des équipes en fonction du produit sur lequel elles travaillaient et puis il y a eu un traitement, on va dire, visuel d'appartenance de l'équipe. Voilà, donc il y a eu vraiment ce travail qui a été fait en collaboration avec cette équipe de design pour traduire chaque concept à un espace. Ce que j'avais noté aussi, c'est on a travaillé un peu court. Et puis la dernière chose aussi, les rétextes aussi. On a aussi pas mal benchmarké l'espace. On a essayé de trouver des équipes qui avaient travaillé dans des modes qui étaient proches en fait de cette organisation du travail. Ça nous a aussi alimenté. Donc faire travailler l'équipe, les rétextes, le cabinet design et pour finir, on a travaillé aussi en partenariat avec la région. Donc on a travaillé avec la région, ce qui nous a permis de faire venir un acousticien, un ergonome et puis un stagiaire en psychologie du travail qui ont permis d'ajuster finalement, de faire des mesures et d'ajuster pour que l'espace corresponde le mieux aux équipes. Donc au final, je n'ai pas dans les temps, mais je vais bientôt m'arrêter. Au final, moi ce que je dirais, c'est que cet espace a été vraiment plébiscité par l'équipe. 90% des salariés qui étaient là, on a fait des sondages réguliers, étaient vraiment contents. On a vraiment eu une émulation, on a favorisé la créativité. Suite à ça, la machine a continué à s'emballer toute seule avec beaucoup de suggestions de différents salariés pour améliorer l'espace, pour communiquer différemment. Ce qu'on a pu constater, plein de choses hyper marquantes. Les gens venaient dans cet espace-là, c'était le seul espace qui était comme ça sur le site du Vaillant. Les gens venaient dans cet espace-là parce que là, ils s'engueulaient pas en fait. Donc dès qu'il y avait une réunion un peu houleuse, on venait dans cet espace parce qu'on était sûr de ne pas s'engueuler, parce qu'on est visible de tous. Et puis également, l'ambiance faisait qu'on était dans d'autres dispositions. Au niveau de la durée des réunions, on était sur des réunions plutôt sur un standard de 2 heures de réunion. On est passé systématiquement à 1 heure de réunion max. Quand l'espace étant collectif, en fait, on n'allait pas s'apesantir en réunion. Donc les gens venaient, ils faisaient leur présentation, et il y avait des espaces après plus de convivialité. Moi j'ai vu plus de solidarité aussi entre les équipes, plus de partage de bonnes pratiques. Et puis moi ce qui m'a marqué surtout, c'est cet effet émulation. Les gens contents de voir les autres travailler, du coup on a envie de s'investir, etc. Vraiment un effet positif. Alors maintenant ce qui s'est passé, c'est que cet espace-là, comme il a super bien marché, on a fait CTRL-C, CTRL-V, copier-coller, là. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Le point important, c'est que l'espace avait été conçu par les équipes et pour un métier donné. Donc il a très très bien fonctionné pour les équipes qui avaient un fonctionnement très proche. Il a très bien fonctionné aussi pour les équipes qui ont fait l'effort de s'approprier l'espace, en inventant une histoire, en disant effectivement, nous, par rapport à la façon dont on va travailler tel espace, on va l'utiliser de cette manière. Il a très bien marché pour ces équipes-là. Par contre, pour d'autres équipes qui n'ont pas de nécessité de collaborer ensemble, qui sont souvent au téléphone, qui ont d'autres modes de fonctionnement, moi je peux dire qu'il n'a pas fonctionné. Ou moins bien fonctionné. Voilà. Donc ce qui est important à retenir, c'est que vraiment c'est l'implication des équipes, ça doit être à leur main. Vraiment c'est eux au final qui sont les utilisateurs finaux. Et voilà, c'est tout. Je m'arrête ici. Une question. Là,
tu expliques ce qui a bien fonctionné, c'est-à-dire que ça a bien fonctionné pour toi parce qu'ils ont été associés dans l'histoire, parce que dans leur job, ils avaient, je dirais, intérêt à collaborer. C'est ça? Est-ce que c'est les deux principales choses? Sachant que tu viens de dire, par contre, ceux qui n'avaient un peu moins intérêt parce que leur job ne les amenait pas nécessairement, eux, de ce simple fait-là, du coup, ce genre d'espace, ils ne le fréquentent pas parce qu'on est d'accord, ça c'est ouvert à tout le monde. Enfin, tout le monde peut y aller. En fait, ce qu'il y a, c'est que cet espace-là, si tu veux, il est... Donc maintenant, il n'existe plus parce qu'il y a Roya qui est en train de détruire le site. Mais en fait, cet espace, il a servi en fait de pilote. Ce que je n'ai pas dit, c'est que pour être sûr de réussir le campus, on a testé plusieurs pilotes sur les différents sites au préalable pour tester différents types d'espaces en fait. Et le projet dont j'ai parlé, ça a servi pour le Grand Bordeaux, enfin, pour le campus, pardon, et ça a servi en fait pour concevoir cet espace. Okay. Donc les équipes ISFORM qui avaient testé, elles sont dans ce type d'espace. Et par contre, il faut imaginer que les 2600 personnes sont dans ce type d'espace-là en fait. C'est vrai que c'est quand même très dupliqué. Voilà, c'est dupliqué, voilà. C'est dupliqué, d'accord. C'est-à-dire que l'opportunité de l'usage de ce type d'espace est offerte à tout le monde. En fait. Voilà, tout à fait, complètement. Donc tout le monde, on a combien de fois cet espace-là? Je ne sais pas. Dans chaque dent, donc presque 30 fois. Et dans l'utilisation, en fait, c'est qu'on s'aperçoit que tout le monde n'est pas égal dans la transformation et le fait de travailler en espace ouvert. Et donc on voit que c'est plus lent pour certaines personnes, ça fait 2 ans qu'on est là et ça vient doucement sur certaines équipes, alors que sur des équipes comme celle qui était à ISFORM, ça a été naturel, dès qu'on est arrivé ici, elles ont occupé l'espace. Donc je pense que c'est plus dans l'esprit et la transformation, on n'est pas tous égaux devant cette transformation. Et puis l'application que les managers ont mis aussi. Ceux qui ont, il y en a qui ont fait, il y a toute une équipe de commerciaux qui, à la base, n'auraient, comme ça, leur métier était très loin du métier des gens qui avaient servi de pilote. Et finalement, il y a eu un travail qui a été mené par l'équipe de management avec quelqu'un de la transformation pour s'approprier les espaces en disant, ben voilà, nous on a cet espace-là, par rapport à nos métiers, nos besoins, comment on va l'utiliser. Et donc, ils ont pu faire des aménagements et ils sont appropriés l'espace et l'espace, il est super, il est agréable, les gens sont contents d'être dedans. Mais d'autres n'ont pas fait cet effort-là. Nous, on est avec Jocelyne, par exemple, on a toutes les fonctions qui sont transverses. Moi, je pense que la finance, achat, RH, opération. Et il n'y a pas eu ce travail de fait d'appropriation de l'espace. Et ce qui fait que quand tu vas dans l'espace de collaboration, il est quasiment vide. Et tous les box audio à côté sont pleins. Alors que les gens pourraient très bien travailler au milieu, c'est plus agréable, tu vois. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail aussi d'appropriation. Et que l'espace n'était pas conçu pour eux à la base. D'où le travail à faire auprès des managers, voilà. Qu'ils soient les premiers à impulser ça. Et puis avec des relais des équipes qui viennent, des personnes qui sont... Donc en fait, tous les étages sont conçus comme ça, c'est ça? Oui. Okay. Ouais. Et donc ils ont été travailler avec les équipes, parce que j'ai compris là-bas, qui pilotent. Ouais. Et après, donc eux ils ont conçu, donc ils sont à l'origine, c'est normal que ça leur convienne. Et après les autres, en fait, ils se sont dit comment est-ce que je pourrais utiliser cet espace-là après qu'il a été conçu, comment l'équipe c'est différent, complètement. C'est pas la même démarche. Ça ne sous-entend pas qu'il faut penser l'espace en fonction du type de service. Alors après, tout dépend de ce que vous avez. Nous, on avait 2600 personnes. Donc là, c'était compliqué. Enfin, moi, dans l'idéal, j'aurais proposé trois types de dents, ou 2 types de dents, au moins 2. C'est-à-dire, il y a des équipes qui ont énormément besoin de collaborer, ça fait partie de leur métier. Et celles-ci, il faut leur offrir ce type d'espace. Par contre, il y a des équipes qui travaillent vraiment en solo, qui sont en téléphone avec des clients ou avec des fournisseurs, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, proposer une alternative. Voilà. Mais vraiment, l'idéal aurait été ça, finalement, en fonction des usages. Voilà, en fonction des usages. Les usages et des tailles. Et la difficulté, les tailles des pistes. Parce que là où ça marche bien, c'est vrai qu'on a une uniformité d'appartenance d'équipe. On parlait de MAP, par exemple, ils ont toute une dent. Sur la partie fonction transverse, où il y a 5 ou 6 fonctions transverses différentes, s'approprier l'espace par rapport à l'équipe d'à côté, c'est toujours plus compliqué que quand on a l'espace collaboratif à partager pour une équipe, on arrive mieux à s'entendre et à s'approprier l'espace. On se regarde un peu avant d'aller s'approprier l'espace collaboratif. Cela dit, il pourrait y avoir un travail avec les différentes fonctions, les différents managers, en disant justement c'est peut-être intéressant de mettre quelque chose en place, de faire voilà. Moi je pense que l'humain, si on met l'humain au cœur, on peut
faire plein de choses chouettes et passer certaines barrières qu'on pourrait se mettre naturellement. Il faut que les gens se parlent, collaborent ensemble et créer quelque chose. Comment ça s'accompagne? Oui, tout à fait, complètement. Comment vous avez accompagné les managers dans ce cas-là? Alors, les managers avaient été accompagnés. Alors, il y a eu tout un cycle de conférences. Alors, il n'y a pas eu de. Ici, il y a eu tout un cycle de conférences. Et de formation aussi, ouais. Conférence, formation. Et après, on n'a pas eu de. C'est tout. C'était ça, ouais. De conférences et de formation, ouais. De conférences sur les nouveaux espaces de travail? Oui, on a un sociologue qui est venu, je ne sais plus son nom justement, qui avait fait un truc sur le manager justement et le fait que le manager devait avoir son bureau dos au soleil, parce que quand le matin les salariés arrivaient, il était éclairé. Voilà, il était éclairé, donc c'était Dieu et voilà. Donc c'était sous la forme de très humoristique bien évidemment. Et je sais pas le nom de ce sociologue qui avait marqué. Il y a Marc Alévi aussi qui est venu aussi. Donc il y a aussi Zobrist qui est venu. Donc il y a eu des grosses conférences avec assez marquantes justement pour essayer de faire sauter ce verrou qui était le bureau individuel. Et plus le bureau était grand et plus la personne avait des responsabilités, etc. Et par contre là, elle venait comme tout un chacun avec un bureau, tout le monde a la même taille de bureau, etc. Et les formations qui étaient sur quoi? Alors formation, je ne sais pas, je n'avais pas suivi. Formation, en fait, on a eu des groupes d'une trentaine de managers et on nous a fait des cycles de formation sur une journée où on nous a amené plus dans la réflexion de travailler différemment. Et donc travailler différemment, c'était forcément dans un environnement différent de celui qu'on avait avant. Et ce que je peux dire par rapport à Retex maintenant 2 ans après, il y a eu pas mal de réticence à changer le travail en open space, etc. Et 2 ans après, il n'y en a pas un qui reviendrait dans les bureaux d'avant. Voilà, donc c'est là où on voit que la transformation a eu lieu, alors avec des difficultés, mais le côté retour en arrière, il y en a pas un qui dirait. Cette formation, c'est via un cabinet ou Oui, c'est un organisme extérieur qui nous faisait ça. Et en dehors de nos sites. Donc on était à Mériadec à Bordeaux et donc ça nous faisait justement sortir de notre cadre, voilà, avec des intervenants extérieurs et des mélanges. En fait, on se retrouvait avec des collègues qu'on ne connaissait pas forcément, donc sans connaître forcément leurs fonctions, etc. Donc avec un mélange qui faisait qu'on était vraiment hors du contexte. Et juste une petite question. Vous indiquez sur le dernier slide qu'il y avait 90% de personnes satisfaites. Quelles étaient du coup les réticences des 18%? Alors, je ne vais pas pouvoir régler mon chauffage tout seul. Le bruit. Le bruit, non mais c'est vrai, hein, le bruit, l'intimité aussi, on peut voir mon écran. Voilà, c'était ça, surtout les réticences qu'il y avait, c'était ça en fait. Oui, puis c'est ma place, c'est mon bureau, je l'ai personnalisé. Quand on est dans ce genre de fonctionnement, il faut. C'est vrai qu'on attend plus, on va maintenant vers un espace de travail qui est quand même neutre. Et voilà, et comme on a affaire à des gens, comme nous aussi, qui ont un certain nombre d'années dans l'entreprise, c'est pas facile de dire j'arrive le matin, si j'ai un bureau vide, je sors les affaires, je l'installe du bureau en fait, parce que les gens des fois sont garés. Pendant des années, pour avoir un bureau individuel, parce que c'était, il ne pas être à 2 ou à 3, donc c'est bagarré. Et ceux qui se retrouvaient comme ça du jour au lendemain, c'était bagarré pendant des années, parce que le bureau, ça avait vraiment une symbolique importante. C'était vraiment ceux-là pour lesquels c'était compliqué. Et il y avait autant de bureaux que de collaborateurs Avant? Non, ou même aujourd'hui, autant de bureaux que de collaborateurs. En fait, il y avait une ratio. de bureaux de table, on va dire. Oui, de postes de travail. Oui, longtemps, oui. D'accord. On fait des expérimentations en flex office, mais c'est vraiment sur la base du volontariat et c'est très peu développé aujourd'hui. D'accord. Par contre, une formation, c'est en prestataire extérieur, on fait une journée. Et comment après ça se passe? On fait une journée de formation, mais après, il faut continuer. En fait, c'est plus une sensibilisation d'ailleurs qu'une formation, parce que voilà. Mais ce qui est important, je trouve, dans le retour de cette sensibilisation, c'est le fait de ne pas se sentir tout seul. De dire, finalement, on est tous dans le même bateau et comme les sessions s'enchaînaient, donc après, quand on se recroise, moi je l'ai fait. Tout le monde était intéressé à avoir cette sensibilisation et donc ça a pas mal échangé après sur le sujet. Puis il y a eu l'effet émulation, certains managers étaient volontaires pour passer aussi dans ce mode-là,
Donc il y a eu, ils ont été utilisés entre guillemets pour essayer aussi de... Oui, voilà, on a eu des facilitateurs. Voilà. On a eu des facilitateurs aussi. Quoi. Super. Merci. Ok, donc Marie-Noël a parlé des espaces tertiaires. Là, effectivement, j'ai voulu vraiment faire totalement différent, mais plutôt parler des espaces d'apprentissage, mais on est exactement sur le même sujet. C'est les impacts que l'espace peut avoir sur nos comportements. Alors, moi qui ai connu des espaces du Haillan et surtout de Pessac, et quand je vois cela, bien évidemment que c'est un monde. Il y a une chose qui est certaine, c'est que toutes les recherches qui ont été menées montrent que, alors je ne sais pas pourquoi, parce que à chaque fois tu me poses la question, mais pourquoi? Mais l'espace a des impacts sur nos comportements. On ne se comporte pas de la même façon dans une église et puis dans un bar, c'est comme ça. Le pourquoi, je ne sais pas, Brigitte. Parce que plusieurs fois tu me dis, mais pourquoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr que ça a un impact sur nos comportements. De la même façon, on ne va pas... Et là, on aborde la phase d'apprentissage, les salles de formation, de réunion, on n'a pas les mêmes comportements dans une salle comme celle-ci. Pourtant, il y a de la technologie, il y a tout ce qu'il faut. Et puis une salle comme celle qui est en bas. On n'a pas les mêmes comportements. Ce qui est important, selon, c'est de bien définir quel comportement, justement, on veut qu'il y ait. Voilà. Et éventuellement, à ce moment-là, l'espace va pouvoir, bien évidemment, faire son travail. Mais s'il n'y a pas le management qui suit, bien évidemment que ça va être un petit peu compliqué. Bon, vous connaissez tous certainement, en tout cas les gens, ça n'y a rien d'exceptionnel. En gros, qu'est-ce que ça montre? C'est que, en gros, plus on est actif, plus on retient, tout simplement. C'est l'efficacité, je dirais, de l'apprentissage. On retient très peu de choses quand on subit, et puis plus on participe, plus on est actif, plus on est efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs que les pédagogies ont beaucoup évolué et on n'en est qu'au début. D'accord? Parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de gens à convaincre, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau international, malheureusement, les pédagogies évoluent un peu plus vite ailleurs que dans notre pays. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, etc. C'est principalement l'apprendre en faisant, les formations par projet, les serious games, la classe inversée qui commence un petit peu, mais, voilà, et puis les MOOC, le travail à distance, etc. Voilà, toutes ces nouvelles pédagogies, bien évidemment, on peut les faire n'importe où, mais c'est mieux quand c'est des espaces, bien évidemment, qui sont adaptés. Alors, le premier, les évolutions pédagogiques, rapidement, le formateur, il passe plutôt du sage à un animateur, un guide, la pédagogie passive-active. De la même façon, c'est surtout aussi les technologies qui ont évolué. Les outils, ils étaient analogiques, ils passent vers du numérique. C'était plutôt du rajout dans les espaces ou l'utilisation partielle jusqu'à véritablement une intégration où la technologie joue un rôle majeur. Voilà. Et puis, qu'est-ce que c'est? C'est les vidéoprojecteurs interactifs, les tableaux interactifs, les boîtiers de réponse, les ordinateurs, la vidéoconférence et la téléprésence, etc. principalement. Voilà. Et donc, après, il faut travailler bien évidemment sur l'ensemble, la pédagogie, les technologies, et puis l'espace, pour que ça fonctionne bien. Alors, si on revient juste uniquement sur les comportements, et ça, c'est essentiel de déterminer les bons comportements, les comportements que l'on veut que les gens aient pour justement définir un espace ou une pédagogie à développer. Ce qui est important, c'est que dans les espaces d'apprentissage, c'est d'influer bien évidemment sur les apprenants, mais également sur les enseignants, c'est-à-dire les formateurs. Leur donner la possibilité, le plus facilement possible, pourquoi pas même les inciter à aborder des nouvelles pédagogies, etc. C'est surtout ça, ça sert un petit peu à ça. Alors, simplement, voilà, je vais juste revenir parce que ce mot est important. En gros, l'objectif, c'est penser, faire et partager. C'est ça, finalement, les nouvelles pédagogies. C'est exactement ça. C'est faire, finalement, les trois. Et pas uniquement penser.
Voilà. Alors ça, c'est les salles d'apprentissage. Moi, j'ai pris comme ça des espaces comme ça sur Internet, des photos. Là, vous allez retrouver à peu près, d'ailleurs, il y a pratiquement notre salle ici. Hein, voilà, à peu près, ça, c'est des salles de réunion qui sont aussi des salles d'apprentissage. Voilà, classiques. Et elles n'ont pas beaucoup changé. Et je voulais vous donner, moi, quelques idées d'application, mais je vais le tourner sur l'humain, c'est-à-dire quels sont les... Même vous allez essayer de deviner, pourquoi pas participer. Hein. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les comportements à la fois donc, des étudiants, enfin des gens qui apprennent, et puis bien évidemment les formateurs. Alors la première, c'est une salle de réunion, une salle de formation équipée donc de tables. Parce qu'on est un peu obligé d'avoir des tables, hein, de temps en temps, ça dépend de ce qu'on forme, enfin il y a parfois de l'informatique, etc. C'est un petit peu compliqué. Donc je vais vous montrer juste une toute petite vidéo. Comment ça fonctionne ce truc. Voilà. Donc c'est des tables, hein. Voilà, puis alors avec des petits tableaux comme ça qu'on va pouvoir utiliser, qui sont totalement mobiles. Il y a même la boisson. Voilà. Donc, bon, je vous laisse regarder, puis après on en discutera. Ces petites tablettes qui sont multi-usages. Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça permet en termes de... Mettons-nous à la place, par exemple, de l'enseignant, enfin, du sachant qui forme en entreprise. Qu'est-ce que ça lui permet donc de faire? D'impliquer les gens, ça fait moins cours magistral. Alors oui, au début, c'est un cours magistral. Après, ça se déploie. Voilà, et puis je pense qu'il va pouvoir alterner. En tant cas, Il y a une agilité dans la configuration du dispositif. Ouais. La modularité permet dans une séquence d'interaction d'avoir différents formats de travail, ouais. que ce soit en groupe, en individuel, en isolé. Et du coup, on peut adapter, créer des séquences variées au sein même du temps de travail, du temps d'interaction. Que l'apprentissage se passe aussi peut-être au sein de la communauté, puisqu'ils travaillent ensemble, donc il y a du partage. Faire, de toute façon, hein, on retient, vous l'avez vu, hein, là, quand on fait, on retient à peu près 5 fois plus hein, que si on reçoit simplement la formation. Alors peut-être qu'on va mettre un peu plus de temps, mais c'est sûr qu'on va retenir plus. Alors moi je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est de donner le choix à l'enseignant d'organiser comme il veut. Et on parle de bien-être, etc. C'est principalement ça. Le gain, c'est d'organiser comme on veut. Et ça, on gagne du bien-être. J'irai même plus loin, Fabrice. Je me dis que si la personne interagit plusieurs fois avec le même groupe, le groupe peut aussi avoir le choix de s'organiser aux séances suivantes en fonction de la manière dont il était le plus à l'aise la fois d'avant. Oui, il y a la notion d'expérience. Tu peux impliquer les non-sachants de départ. Voilà. Donc le fait d'être sur roulette, avec des petits tableaux là, qui vont pouvoir faire de la restitution, etc. En gros, c'est une animation. D'accord ? Bien, le sachant fait un petit peu différent. Voilà. Donc vous voyez un petit peu toutes les configurations qui sont possibles. À la limite, c'est à l'infini, puisque tout est absolument modulaire. Alors, autre configuration. Alors là, ça c'est la configuration champion du monde dans les meilleurs résultats pédagogiques. D'accord ? Hein, nous, on ne sait pas pourquoi, de la même façon, pourquoi on ne sait pas, enfin si on a quelques pistes, mais tout simplement c'est que c'est les tests qui l'ont montré, tout simplement. D'accord ? Alors comment ça fonctionne ? Ben, ça fonctionne exactement comme un triangle, comme une croix. D'accord ? Et
sachant, il est ici, le formateur il est ici, il est au centre, et en vérité il est au centre d'une façon très temporaire, parce qu'en vérité il a tout l'espace, il va pouvoir aller se balader tout autour. Et puis ben, c'est tous les gens qui sont en formation sont situés donc, sur cette croix, comme ça. Ils vont pouvoir instantanément donc, écouter et travailler en équipe. Et là, on va pouvoir alterner quasiment. Hein. Tout à l'heure, quand même, ça prenait quand même de bouger les tables, etc. Et là, c'est quasiment instantanément. Et même restituer. Alors, quelques pistes. Pourquoi ça fonctionne mieux? Déjà, il n'y a pas cette notion d'élèves de fond de classe. Enfin, des gens qui sont au fond de la salle et puis qui regardent leur téléphone portable, etc. La distance est beaucoup plus courte. Celui qui est là, il est quand même très très près, je dirais, des autres, etc. Donc il est moins isolé. Donc effectivement, ça contribue à modifier le comportement des étudiants, des gens qui sont formés en tout cas, puisqu'ils sont beaucoup moins isolés et ils font partie donc du groupe de proximité comme les autres. D'accord ? Il y a beaucoup plus de... Tout le monde est à peu près au même niveau. Ok ? Ça, c'est vraiment le... Alors, ça peut prendre plein de formes. Hein. Après, c'est absolument ce qu'on veut sur l'aspect matériel. À votre avis, ça, c'est un espace d'enseignement, un espace d'apprentissage, très clairement. Quel est l'intérêt d'avoir un espace d'apprentissage comme celui-ci? Qu'est-ce que ça peut modifier en termes de comportement? Ça rejoint ce que tu disais au début, le fait de penser, faire et partager. Ouais. Et on retrouve plusieurs espaces qui se dessinent, des espaces où on peut plus tranquillement, on va dire, débattre pour penser justement. Ouais. D'autres espaces pour faire et en dernier là-bas pour partager nos solutions. Okay, donc effectivement il y a le choix, de nouveau, de la même façon. Je change d'espace en fonction de mon humeur, de ce que j'ai à faire, etc. C'est un peu ce que tu disais, Marie-Noël. Donner le choix, c'est déjà un aspect très très positif. Surtout, je pense que c'est aussi favoriser la spontanéité. La spontanéité. Dans le faire, justement, et dans l'acte de partager. Il n'y a plus trop de frontières et ouais. Les supports sont différents. Donc, que ce soit du numérique ou du non numérique, on a finalement, je pense, un peu plus de facilité à communiquer, même avec un supérieur. Okay. Alors, vous voyez bien qu'il y a quand même, je vous montre une image, hein, tout à l'heure, je pourrais revenir sur les images de la salle d'apprentissage normal. Alors, on est très très loin, et pourtant on est sur des lieux qui peuvent effectivement faire la même chose. L'objectif étant, alors nous après on joue bien évidemment sur l'aspect des changements de posture, c'est très bien de changer de posture, d'avoir, on va pas collaborer de la même façon en position haute ou en position basse, etc. On a des comportements qui sont différents. Voilà, d'autres espaces, juste pour illustrer ça. Et puis alors, quelque chose qui est tout à fait assez intéressant aussi, c'est carrément un espace, là il n'y a carrément plus de table, c'est simplement des chaises, et qui vont pouvoir donc, pareil, de la même façon, configurer, mais alors d'une façon extrêmement fluide, reconfigurer l'espace comme on veut. Donc de la même façon, hein, je vais vous passer une toute petite vidéo, comme ça qui vous montre comment ça fonctionne, et puis voilà. Donc là, on est vraiment magistral, hein, etc. Donc ça donne cette possibilité à la personne de faire du magistral si elle a envie de faire du magistral. Mais ça va lui donner la possibilité, effectivement, de faire quasi instantanément du travail en équipe. Pourquoi pas repositionner encore d'autres équipes si elle en a envie, pour travailler sur d'autres sujets. Et puis après, il peut y avoir de la restitution, du travail en commun. L'objectif étant bien évidemment de faire quelque chose qui est beaucoup plus actif, beaucoup plus partagé, beaucoup plus dans l'action que dans la réception.
Alors donc forcément l'espace, imaginez tout ce qu'on vient de dire là, sur le faire, partager, etc. Dans une salle très traditionnelle, bien évidemment que ça va être un petit peu plus compliqué de mettre en place ce type de pédagogie et de comportement. Voilà. J'en ai terminé, c'était simplement pour vous montrer un petit peu comment l'espace peut influer en tout cas sur les comportements, donc à la fois je dirais, des gens qui donnent le savoir et puis des gens bien évidemment qui viennent le recevoir. Voilà. Vous avez des questions, des commentaires? Question Fabrice. Oui. Je pense que comme Marie-Noël, il faut que tu impliques les usagers au départ pour qu'il y ait une appropriation. Alors, ce n'est pas nécessaire sur ce genre de format qui est aussi agile puisque tu n'implantes rien en sol. Alors, bien évidemment qu'il faut suggérer. Parce que l'inconvénient, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Que ce soit dans les espaces tertiaires, les gens n'ont pas beaucoup d'imagination. Et c'est normal, ils vont sur des choses qu'ils connaissent. Et donc, si on leur demande de réfléchir sur leurs espaces d'apprentissage, ou leur espace de travail, bah, en gros, ils vont reproduire ce qu'ils connaissent, et puis éventuellement avec quelques améliorations. Là, il s'agit d'être carrément d'impulser des changements. Et malheureusement, je dirais, vous en avez parlé, des freins au changement, qui sont parfois réels et justifiés, qu'importe les... Donc voilà, c'est ça. Donc il y a, comment dire, c'est extrêmement difficile. Disons qu'il faut montrer le mode d'emploi. En revanche, je ne sais pas s'il faut trop co-construire. Il faut peut-être même un peu imposer. Il faut bien qu'il y ait une adéquation entre... En fait, souvent, moi je vois les salariés, ils avaient l'idée de l'aménagement. En fait, c'est pas ça. C'est de dire, projeter pourquoi vous voulez travailler demain. En usage. Voilà, en usage. Et il y a des spécialistes, dont c'est le métier. Comme moi j'ai parlé des designers, mais ça peut être aussi très bien qui vont dire, pour répondre à votre besoin-là, on vous propose telle solution. Mais c'est pour ça que je pense qu'il y a un travail, il y a besoin de deux compétences différentes. C'est là qui va les salariés, qui vont exprimer finalement comment on se projette dans le futur, et derrière, le traducteur, c'est exactement ça, c'est un traducteur en fait qui va traduire ce besoin-là en un usage, et puis il va faire le petit plus, il va dire, vous pourriez aller plus loin par rapport à votre besoin en utilisant tel type de module. Donc vraiment, il y a deux métiers qui peuvent parler. Il y a deux choses. Effectivement, il y a la notion de dire, ok, on écoute bien les gens pour déterminer les espaces de travail, d'apprentissage, de les adapter, etc. Et de travailler en termes d'usage. Mais il y a également le fait d'impulser, je dirais, des nouveaux espaces pour modifier un petit peu quand même la façon de travailler. Pas le mindset. C'est-à-dire que, parce que effectivement, si on les écoute, ça sera toujours la même chose un petit peu, d'accord? Ça ne va pas être disruptif. Ouais. Mais ça n'empêche pas que les comportements ils changent aussi en lien avec le mindset. C'est pas le changement de comportement qui va changer le mindset, c'est le contraire. C'est le changement de mindset qui va changer le comportement. Donc il y a un travail à faire sur le changement de mindset. Mais déjà de donner la possibilité. Toujours. Déjà de donner la possibilité à d'autres choses. D'accord? Ouvre déjà un peu les chakras, en quelque sorte. Ça va permettre, tu as parlé tout à l'heure, c'était très intéressant, sur les émulations. Oui. C'est-à-dire qu'il va y avoir sûrement des gens qui vont en profiter un maximum et qui vont peut-être entraîner les autres. Voilà, qui fait tâche d'huile, etc. Donc il faut donner la possibilité. Voilà. Et voilà. C'est pour ça que, voilà, par exemple, je dirais, il y a quelques années, là, par exemple, l'espace Work Café que vous avez fait, il y a plein de gens qui disent, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et aujourd'hui, quand on voit, parce que tu as eu la gentillesse de nous inviter, quand on voit ce qui se passe dans ce Work Café, il y a un usage très clair. Je veux dire, il y a plein de choses qui se passent. On ne sait pas trop d'ailleurs ce qui s'y passe, mais il s'y passe plein de choses. Voilà, et donc... Là, pour le coup, c'était un besoin aussi qui avait été exprimé par les équipes et ils ont participé au design. Alors après, tout n'a pas été retenu, mais au moins l'expression de besoin. Et après, il y a eu justement le fameux traducteur qui a ouvert un peu plus le champ des possibles en disant je peux répondre à votre usage en faisant ça, mais il y a ça qui se fait. J'ouvre les chakras. Mais encore une fois, on est lui d'un besoin.
Parce que je pense que si on avait posé ça comme ça, l'appropriation, comme l'a dit tout à l'heure Justine, elle aurait peut-être mis un peu plus de temps. Parce qu'il fallait aller prendre un café devant tout le monde, à la vue de tous, c'est aussi un challenge aussi. Donc il a fallu au début de... Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même remercier nos 3 intervenants. Je suis passée très vite tout à l'heure sur cet aspect-là, mais on a choisi quand même des intervenants qui étaient très pertinents, avec des sujets très différents, des angles de vue très complémentaires et très riches, puis des personnalités très différentes, donc c'est toujours agréable et intéressant. Je voudrais juste, pour clôturer, rajouter quelques points, vous dire que dans tout ce qu'on propose au niveau des activateurs, il y a quelques précautions d'usage, c'est-à-dire que ce n'est pas des dogmes, ce n'est pas des modèles à suivre ce qu'on vous propose, c'est juste des expériences, des expérimentations qui ont été faites et des retours d'expérience qui sont adaptés à des contextes, à des entreprises, à des histoires. Ce n'est pas reproductible, c'est pas copiable, c'est juste des sources d'inspiration qui peuvent vous donner des axes, de réflexion. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a le point du mindset. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que les changements de comportement, c'est d'abord des changements de mindset, avant tout, et que ce n'est pas les comportements qui vont faire changer les choses, et qu'il y a effectivement l'accompagnement, comme vous l'avez évoqué, que l'accompagnement c'est hyper important, humain, surtout dans ces changements-là. Et puis aussi, on parlait de changement, de résistance au changement. Dans les neurosciences, ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas de changement sans résistance. Voilà, c'est impossible. Voilà, le cerveau, il résiste forcément au changement parce qu'il déteste ça. Voilà, et le cerveau, on a tous le même. Il fonctionne pour tout le monde de la même manière. Globalement, le cerveau, il n'aime pas le changement, il faut le savoir. De toute façon, dès qu'il y a du changement, il y a de la résistance. Et il y a forcément un conflit, ou en tout cas un équilibre qui va se faire entre qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds. Et ce que je perds, il ne faut pas le mettre sous le tapis, sinon ça ressort. Voilà. Donc c'est comment ce que je perds, je vais le considérer pour en faire quelque chose aussi. Là, je vous remercie beaucoup. Ce que je vous propose, c'est comme il reste à peu près 10 minutes, c'est qu'on finisse autour d'un café, qu'on puisse échanger directement de personne à personne. Je vous remercie. Si vous avez des questions sur les activateurs, n'hésitez pas. On est plusieurs à pouvoir vous répondre dans le bureau des